Bonjour Rodolphe Hospice. Bonjour Barbara, Comment ça va? ça va bien? Ça va Merci. bien? Ouais, et toi? Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de ce qui est écrit sur ton Sur mon t-shirt. Mais, t-shirt, mais, mais pas que. mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc du coup, je m'appelle Rodolphe Hospice. Je suis né en Martinique, hein, j'ai 33 ans aujourd'hui. J'étais au lycée Chalcher, et puis je suis parti étudier après en France, en métropole, à Paris. J'ai eu la chance de pas mal voyager entre mes études et Tu les as fait des études boulots. de quoi, d'ingénieur? Ingénieur. J'ai fait études d'ingénieur en génie civil à l'ESTP. Donc, excuse-moi, juste pour ceux qui passent le bac là et qui Ouais. vont l'avoir. Donc, tu as fait 2 années de prépa. Ouais, alors moi j'ai fait le cursus prépa général et puis après concours pour entrer en école. Après il y a aussi le cursus prépa intégré dans des écoles directement. Donc moi j'ai fait prépa générale et puis l'école ensuite par rapport à différentes Donc, écoles où génie, j'étais génie civil. génie civil. Donc le STP c'est une école qui est basée, enfin qui est à Paris. À l'époque où moi j'ai fait il y avait 2 campus, un dans Paris et un en banlieue. Donc c'était quand même sympa, surtout le campus dans Paris. Maintenant ils sont que en banlieue, mais bon du coup le campus est plus grand. C'est une école qui est vraiment, c'est une très bonne école hein, qui forme beaucoup d'ingénieurs qui bossent après dans tout ce qui est BTP, beaucoup aussi de conseils dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies tout court et dans le domaine du BTP en général. Et c'est dans ce cadre-là que tu as voyagé? Tu es allé en Chine, tu es allé en Inde, tu es allé aux Alors, États-Unis. oui et non. Dans ce cadre-là, j'ai vécu à Chicago pendant un an. Pourquoi? J'ai fait une césure en fait. Donc pendant l'école, je me suis arrêté après ma deuxième année d'école, donc au bout de 4 ans après le bac. Et je suis parti travailler pendant un an à Chicago, dans le milieu de l'éolien. Donc c'est une boîte qui qui fait toujours des parcs éoliens industriels. Donc des parcs immenses qui sont au milieu de nulle part. Et notamment, il y en a une partie aux US. Donc moi, j'étais dans le bureau des USA et je travaillais sur la partie... je suis basé à Chicago. Je travaillais sur la partie côte ouest. Donc Nevada, Californie, Wyoming, etc. C'était plutôt sympa du coup C'est d'y de aller. là que tu tiens ton style vestimentaire, donc short toute l'année et puis t-shirt, manche court? Pas vraiment, ça c'est depuis toujours ça. Ça c'est de chez nous. Mais c'est plus parce que voilà, j'aime bien être très à l'aise. Pour moi, je pense qu'on peut faire du boulot sans forcément être en costume cravate. Hein. On peut travailler correctement, Sérieusement, sans trop se prendre au sérieusement, sérieux. sans être en costume tous les jours. Donc moi, je travaille dans la partie plutôt objectif. On a des objectifs, on travaille et on y arrive, même si on est habillé en short et t-shirt. Et alors, tu as fait de brillantes études et tu as eu la chance d'évoluer dans un milieu familial qui était quand même propice à ça. Tes parents sont médecins? Oui, Oui. clairement. En fait, c'est sûr que mes parents m'ont beaucoup poussé hein, au niveau scolaire. Il a toujours fallu aller plus loin, essayer de viser les plus hautes, la plus haute réussite en tout cas. Donc oui, ça m'a poussé pour aller en prépa. Après, je pense que vraiment c'est ouvert à tous. Hein. Grâce au système français qui est gratuit dans la plupart des cas, ça permet vraiment à quasiment tout le monde de le faire. Donc ça c'est quand même cool. Mais il Mais faut avoir la c'est sûr culture que quand même. voilà, Il faut avoir c'est la sûr que ça m'a culture aidé. Pareil, j'ai familiale. une Ouais. de mes tantes qui est prof de maths. Donc forcément aussi, elle poussait pour qu'on fasse des maths, etc. Parfois j'ai eu des fois où j'ai parti en vacances chez elle et finalement je travaillais quoi. Ce que tu dis est important parce qu'on aurait pu dire, voilà, il évolue dans un milieu aisé, disons bourgeois, donc il fait des études. Bon, ces études-là ne sont pas forcément chères. Ce Non, sont des non, études non, non. ce sont des écoles publiques. Oui, oui. Alors du coup, le STP pour le coup, c'est une école semi-public, donc il y a une partie où il faut payer. Il faut payer Mais combien alors, honnêtement, je ne à sais plus parce que l'époque? ça Oui. fait, à l'époque, c'était, je crois, 5 000 euros par an. D'accord, quand même. Donc c'est pas gratuit, Mais, gratuit. mais pour être honnête, dès qu'on entre dans une école comme ça, en fait, toutes les banques ils se Suivent. présentent et en fait font des prêts étudiants à des taux Tu es un bon client pour elle. imbattables. Ah, bien sûr. Franchement, tu es un Mais, client roi, on va et dire. donc voilà, donc tu as eu cette culture-là qui t'a été insufflée, donc toujours viser le mieux Ouais, et l'excellence, on va dire. c'est ça. Et donc tu as beaucoup voyagé, tu as vécu aux États-Unis, tu nous l'as dit. Et puis là, tu as créé Clicodoc. Tu es revenu en Martinique en 2014. Alors du coup, Oui. après ça, donc, j'ai bossé, donc j'étais aux US, je suis rentré à Paris, j'ai fini l'école, j'ai bossé pour la même boîte mais à Paris. Et pendant ce temps-là, en fait, j'étais en colocation avec 2 Américains et un Franco-Camerounais, dans mes souvenirs, et qui étaient tous les trois entrepreneurs. Donc ils m'ont un peu initié à ce monde d'entrepreneuriat et que j'ai découvert à ce moment-là avec donc, le milieu parisien, etc., qui est forcément assez fort en termes d'entrepreneuriat. Et j'ai enchaîné sur un master en entrepreneuriat international. Donc, c'est un D'accord. master qui se fait sur 3 campus, à l'EM Lyon, donc, qui est une école de commerce à Lyon, en Chine et aux USA. Donc, c'est un parcours qui est assez extraordinaire, en fait,
où on démarre, toute une promo démarre à Lyon, part ensuite en Chine et ensuite aux USA. C'est 4 mois dans chaque pays. Et donc, c'est un mélange de cours, de conseils avec des entreprises sur place et de projets, nos propres projets qu'on doit mener sur place. Donc, ça m'a amené donc, à découvrir l'entrepreneuriat de un, mais surtout le travail en équipe multiculturelle. Donc là, on était une quarantaine, il y avait peut-être 5 Indiens, il y avait un Martiniquais, c'était moi, il y avait 2-3 Français, il y avait des Canadiens, des Américains, il y avait des Indonésiens, enfin vraiment du monde de partout, il y a des Chinois. Et donc de devoir travailler avec ces gens-là, on avait toujours des équipes multiculturelles, on avait obligation de faire des équipes où il y avait au moins une personne de chaque je dirais, culture. Et c'est assez incroyable parce qu'on a vraiment des façons de faire très différentes. Donc, on apprend beaucoup. Et en fait, après ça, j'ai fait ce parcours, évidemment. J'ai fait ma thèse pour ce master sur une appli mobile pour les cartes de visite dématérialisées. Donc, déjà dans le digital. Et c'était avec une Colombienne. Donc, du coup, j'ai fait ma thèse. Je suis parti en Colombie. J'ai fait 3 mois en Colombie pour faire ma thèse avant de la présenter, de la passer et de la réussir. Et c'est après ça que je suis rentré ici. Et que pour un mariage, si je comprends bien. Pour le mariage de mon frère. 2014, c'était ça? 2014, tout à fait. Le mariage de mon frère. Et puis, du coup, je ne pensais pas rester. Bon, finalement, la vie a fait tous les jeunes, parce que tu as 33 ans, tous les jeunes partent. Et toi, tu es resté depuis 8 ans? Du coup, j'ai eu la chance quand même de pas mal bouger, mais de revenir. C'est vrai que je ne pensais pas rester une fois revenu. Je pensais repartir, surtout en Amérique latine. C'est un pays, c'est une région qui est incroyable, en fait, qui est vraiment magnifique et qui demande, je pense, à être beaucoup explorée. La Colombie, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment un pays incroyable et je ne me suis jamais senti en danger, je n'ai jamais eu de problème. Enfin, c'est vraiment un beau pays. Et du coup, je suis resté parce que j'ai commencé un projet qui n'était pas Clicodoc, c'était You Tell Me à la base. C'était un projet, en fait, pour permettre à des classes, justement, au milieu scolaire, de se mettre en relation avec des classes d'autres pays pour que les élèves puissent pratiquer des langues étrangères avec des correspondants de leur âge, en face à face, pour leur donner cette envie, en fait, de découvrir, de voir que derrière la langue, il y a une culture, il y a la rencontre d'autres personnes. Pour moi, je me suis toujours dit que voilà, si j'ai 10-12 ans et je comprends que si j'apprends un peu l'anglais, je peux découvrir d'autres gens, je peux commencer à draguer aussi, etc. Ça change tout, en fait. Non, mais ça change tout. Ça change, l'envie est beaucoup plus importante. Et ça n'a pas marché? Alors, bon, pour plein de raisons, c'est un projet qui n'a pas pu aboutir parce qu'on n'a pas réussi à trouver le modèle économique. Ça, c'est un point qui est important dès qu'on fait des projets entrepreneuriaux. Et du coup, on a malheureusement pas pu le prolonger parce qu'il fallait à un moment choisir entre le fait de vivre aussi et de continuer le projet. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal de l'arrêter. Mais voilà, c'est en parallèle, j'ai commencé Clicodoc. Et Clicodoc qui, pour le coup, prenait un peu plus de... Et qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne un peu plus. Donc, j'ai poursuivi Clicodoc pour avancer. Clicodoc, c'est une plateforme de réservation, de prise de rendez-vous, en fait. Voilà, médicaux. Ouais. Médicaux, voilà. Et donc, l'idée t'est venue parce que ton père est médecin. Voilà. Et ça fonctionne, donc ça permet, on est nombreux à l'utiliser d'ailleurs, ça permet de prendre des rendez-vous sur Internet, chez son médecin. Et là, donc, ça marche en Martinique, ça marche, j'imagine, parce que le digital, ça marche dans le monde, en fait. Tout à fait. Alors, évidemment, on n'est pas les seuls à le faire dans le monde. Il y a d'autres, mais nous, on se focalise sur nos territoires pour commencer. On a commencé en Martinique, maintenant on est en Guadeloupe aussi, on est aussi à La Réunion. On se prépare pour aller en Guyane. On a quand même des territoires qui sont un peu spécifiques. On a des déserts médicaux, donc c'est vrai que ce sont des territoires où il n'y a pas assez de praticiens pour la demande. Donc, c'est des façons un peu différentes de traiter les choses. Mais voilà, on essaie de faire au mieux. Et puis maintenant, depuis peu, on a commencé aussi l'Afrique de l'Ouest en démarrant par la Côte d'Ivoire. Donc, depuis mai 2021, on a commencé à se développer sur la Côte d'Ivoire avec Clicodoc. Est-ce que, parce que quand tu prends rendez-vous, quand tu appelles, moi, en tant qu'utilisatrice, tu prends ton téléphone, tu appelles le médecin, ça sonne, tu tombes plus ou moins sur des gens, on te renvoie à un rendez-vous qui aura lieu très très tard, tu stresses en fait. J'ai l'impression qu'avec Clicodoc, on est moins sans stress, même si le rendez-vous est lointain, parce qu'on est dans un désert médical. C'est vrai ou pas? Alors honnêtement, des retours de patients que j'ai beaucoup de retours. Hein. Bon, forcément, il y a des retours plus ou moins positifs. Il y a des gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils ne trouvent pas forcément de rendez-vous pour certaines spé. Et je sais que... Mais ça, ce n'est pas lié à Clicodoc. Malheureusement, ce n'est pas lié à Clicodoc, mais parfois les gens ne le voient pas forcément de cet œil-là. Mais on essaie d'expliquer qu'il y a des manques. Mais dans tous les cas, dans la majorité des cas, quand les gens prennent leur rendez-vous, c'est vrai qu'ils sont très, très contents parce que en fait, ils ont une réponse. C'est assez rapide, quoi. Une fois qu'on a pris le pli, ça se fait... C'est quoi le modèle économique? Alors nous, c'est les praticiens
les professionnels de santé qui paient un abonnement à Clickodoc pour que leurs patients aient ce service gratuitement. Qu'est-ce qui rend possible que ça se développe en Afrique de l'Ouest? Alors, c'est une rencontre assez incroyable, hein. En fait, c'est quand le Covid a commencé. Nous, on avait démarré quelques mois avant le développement de la téléconsultation. Je parle de la partie technique, donc sans savoir que le Covid allait arriver, évidemment. Et donc, il y a eu le Covid, donc la téléconsulte a émergé, un peu au niveau mondial et national notamment. Et on a dû s'inscrire en tant qu'outil de téléconsultation sur un site du ministère qui référençait les plateformes de téléconsultation. Et par ce biais, il y a une personne en Côte d'Ivoire qui cherchait un outil de téléconsulte à emmener en Côte d'Ivoire, qui nous a trouvés sur cette plateforme, qui a contacté d'autres, hein, nous et d'autres, sauf qu'on est les seuls à avoir vraiment répondu, à avoir pris la demande au sérieux, d'après ce qu'elle m'a dit. Et donc on a échangé, on a vu qu'il y avait vraiment des atomes crochus. C'est une femme qui avait vécu en Martinique, qui avait travaillé en Martinique il y a 15-20 ans, donc c'était assez incroyable. Et du coup, on a poursuivi la conversation et on s'est dit, on a envie de lancer le projet aussi en Côte d'Ivoire, pas que la téléconsulte, vraiment le projet en son ensemble, la partie accès aux soins. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que vous faites aussi de la téléconsultation. On fait aussi la téléconsultation. En fait, on fait beaucoup de choses, hein. C'est vrai que la partie rendez-vous, c'est ce que les patients voient. Combien de branches vous avez donc dans la structure? En fait, on fait la partie rendez-vous, donc les rappels avec tout ce qui est liste d'attente aussi, pour permettre aux patients de recevoir des notifs quand jamais un créneau se libère avant le leur. Il y a la partie téléconsultation, mais il y a aussi la partie maintenant télé-expertise, donc pour permettre aux praticiens entre eux d'échanger. Voilà, même ailleurs, mais même entre eux ici, de pouvoir échanger sur un cas pour avoir de l'aide ou ce genre de besoin. On développe la partie télé-ECG. Donc là, c'est pour permettre aux généralistes, par exemple, qui a une question sur un ECG qu'il a fait à un patient, c'est électrocardiogramme. Oui, voilà. Donc de demander à un cardiologue une expertise. Donc ça, c'est des petits points en plus, mais qui sont plus côté pro, donc on ne voit pas forcément côté patient. Et puis après, on a aussi vraiment une dynamique, en fait, si vous voulez, on veut simplifier le parcours de soins du patient. En fait, il faut comprendre que dans la santé, plus un patient est pris en charge tôt, plus son parcours de soins est fluide, mieux il sera soigné, moins ça coûtera cher à la Sécu, donc à l'ensemble de la population, et mieux ce sera pour tout le monde en réalité, parce qu'on est moins stressé, là on est en meilleure forme, etc. Et en fait, l'idée avec Clickodoc, c'est qu'on veut vraiment faciliter la relation entre les praticiens, médecins, infirmiers, kinés, etc., pour qu'ils puissent, de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus naturelle et de façon sécurisée aussi, avoir un parcours de soins patients qui est possible, qui peuvent, en exemple concret, avec Clickodoc, un médecin X peut avoir accès à un planning d'un confrère, où du coup, il pourra placer son patient directement chez son confrère. Comme ça, il sait que le patient, il verra bien le confrère dans les temps, etc., etc. Rodolphe, toi, en fait, tu témoignes du fait que la digitalisation, en fait, la numérisation du monde, de nos activités, de nos pratiques, de nos vies, va permettre à la Martinique de récupérer ses enfants, en fait. Parce que toi, tu es ici, tu voyages parce que tu aimes ça, mais on peut créer de l'emploi ici. Toi, tu travailles quoi, 4-5 personnes au moins? Oui, tout à fait. Et tu vas te développer, et on recrute. C'est ce qu'on te souhaite, donc tu recrutes, tu vas te développer dans d'autres pays, certes, mais bon, ton siège, on l'espère, restera ici, pas à la c'est mon ambition. Pas dans la Silicon Valley. Non, j'ai envie de rester ici. Et donc, tu témoignes de ça, cette possibilité qu'ouvre la digitalisation, de créer des emplois en Martinique, à condition qu'on forme les gens, qu'ils soient bien formés, c'est ton cas, et puis aussi à condition d'avoir des sous quand même. Il y a des problèmes de financement en fait, de ces activités. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a des sous. Je ne vais pas mentir, il y a des sous. Moi, j'ai bénéficié de fonds, de FEDER notamment, de fonds de la BPI, par exemple. La problématique qu'on a, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'il nous manque la brique fonds capital risque. Donc, tout ce qui est business angel, donc des gens qui ont un peu de sous, qui ont réussi ailleurs ou juste qui ont un peu de sous de côté ou quoi, qui ont, même si c'est 15, 20, 30, 50 000 euros, qui peuvent mettre et qui peuvent investir. C'est vrai que c'est du risque, mais c'est prendre un peu de risque sur les prochains, sur les entrepreneurs qui naissent. Et puis les fonds un peu plus importants de capital risque qui montent à des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est manquant ici. Et ce qui nous oblige, nous, entrepreneurs antillais, guyanais, réunionnais, à devoir aller chercher des fonds comme ça en métropole. Sauf que, je ne vais pas vous mentir, dès qu'on y va, on est regardé aussi avec un regard, malheureusement, pas hyper idéal. Parce que, un peu condescendant. Voilà, on vient de petits marchés, on vient de loin, on n'est pas de la capitale, quoi, en gros. Donc c'est sûr que c'est un défi d'avoir son siège ici, mais pour moi, c'est un choix. Moi, je voulais vraiment être ici.
Je me suis toujours dit que même si j'allais voyager, j'allais toujours revenir ici Mmh. parce que je trouve que, enfin, moi, j'adore mon île Mmh. et j'ai toujours voulu revenir ici et en tout cas finir ma vie ici. Donc voilà, je compte, enfin, j'essaie en tout cas d'apporter des choses sur le territoire. La suite pour toi, c'est quoi? Ensuite, pour moi, c'est deux focus, on va dire, hein. La partie géographie, donc c'est la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on du coup, on veut faire aussi d'autres îles de la Caraïbe, hein. Notamment, on a commencé à regarder la République dominicaine. Donc voilà, c'est à côté Caraïbe et Afrique de l'Ouest. Et puis, côté technologie, on développe aussi de nouvelles choses. Notamment, on part vers des bracelets connectés qu'on espère nous permettront vraiment d'apporter un vrai plus dans le Les personnes âgées suivi, notamment? personnes Les âgées seniors, notamment, enfin, des seniors à quand domicile on vous dit que ou en voilà, EHPAD, etc. mmh. Voilà. Encore une fois, en fait, c'est vraiment faire gagner du temps aux praticiens dans les tâches qui consomment beaucoup de temps mais qui ne sont pas à valeur ajoutée, pour qu'ils aient plus de temps pour pouvoir s'occuper vraiment du côté soin, en fait. Le mot de la fin, Rodolphe, ce serait quoi? Le mot de la fin, ça c'est dur, ça. Non, le mot de la fin, c'est que vraiment, enfin, j'invite tous nos compatriotes à savoir, ceux qui sont en tout cas à l'étranger, enfin qui sont dans le monde, que franchement, il faut aussi parfois essayer de revenir, même si ce n'est pas toujours, mais de voir comment il est possible, avec notamment le digital, le numérique, Mmh. de bosser à distance, mais pour ici, ou alors depuis ici, mais pour la distance. Parce que voilà, c'est possible en fait d'être basé ici, mais de travailler pour des boîtes aux US, en métropole, et vice-versa. Donc du coup, c'est assez sympa. Et puis le bureau est plutôt pas mal. Et le bureau est top, franchement, on est trop bien ici. C'est vraiment le mot de la fin? Oui, c'est le mot de la fin. Je pense qu'on est trop bien ici. Merci Rodolphe. Merci.